Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 1-0 du Milan au Genoa, un but d'André Silva de la tête sur un centre de Suso à la 94e minute au terme d'un match plus que moyen. Nous en parlons à 3 aujourd'hui avec Gila et Tom, salut à vous. Salut à Bonsoir. tous. Alors Gila, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, tu reviens pour un match, il faut le dire, pas très enthousiasmant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que le contre-coup du match d'Arsenal s'est fait sentir, peut-être un peu de fatigue aussi. Qu'en as-tu pensé et dehors du dénouement, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant dans cette rencontre? Oui, effectivement, je fais mon retour à l'occasion d'un match qui n'a pas été franchement réjouissant. Effectivement, une victoire acquise en toute fin de match, mais au terme d'une rencontre vraiment laborieuse. On s'est très clairement ennuyé, car le Milan a pêché dans la création du jeu face à une équipe du Genoa qui était bien regroupée sur le plan défensif, qui en tout cas a mis en place un dispositif défensif très bas qui empêchait donc le milieu milanais de se projeter vers l'avant et laissant notamment Kalinic totalement aux abois. Donc du coup une prestation assez décevante au regard de ce que l'on a pu voir les semaines précédentes, excepté la prestation face à Arsenal, bon, qui a eu lieu dans un contexte différent. Donc le Milan a éprouvé en tout cas un certain nombre de difficultés dans cette rencontre, comme je l'ai dit dans la construction offensive, et avec des manques assez criants en ce qui concerne les trois éléments offensifs, Ouais. lesquels étaient quand même censés faire la différence. Mais malheureusement, ce sont des manques qui se sont vus lors des semaines précédentes, peut-être un peu moins, mais ce soir, on a très clairement vu que face à une équipe qui jouait très bas, que le Milan avait les plus grandes difficultés à se montrer tranchant offensivement. Après, pour compléter ma réflexion, sur le plan défensif, le Milan n'a pas vraiment été inquiété, le Genoa n'a pas été si dangereux que cela, hormis peut-être par le biais de l'Axalt. Sinon, sur le plan défensif, ça a été une prestation très classique. Et voilà, donc en gros une prestation très difficile, mais avec une victoire acquise en toute fin de match qui va faire du bien sur le plan comptable. Ouais, alors à noter qu'il y a deux buts refusés, hein, un de chaque côté, un but refusé à Mm. Bonaventura pour hors-jeu à la 44e et un but de Rigoni de la tête à la 53e également refusé. Donc il y a quand même une grosse occasion, une grosse vendange de Djukanovic devant le but vide de la tête à la 57e minute, hein, juste après le but refusé. Puis sinon en première mi-temps, je crois qu'ils ont eu, enfin il y a eu un centre qui est passé devant les buts milanais, personne n'a été capable de le reprendre. Mais sinon c'est vrai que les quelques actions ont été milanaises. Toutefois Tom, bon, on pouvait craindre un contre-coup physique, hein, on a vu qu'il y avait assez peu de changements finalement, à part Borini à la place de Calabria et puis Kalinic donc à la place de Cutrone. Mais c'est surtout une panne d'inspiration, de créativité, comme l'a dit Gila. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à contourner ce bloc et finalement on a fait pression en fin de match, ça a payé. Tant mieux, vous allez me dire, mais enfin, on retrouvait les erreurs techniques finalement qu'on avait vues contre Arsenal. Oui, mais pourquoi aussi? Parce que le Genoa, qui est, soit dit en passant, peut-être une des pires équipes de Serie A niveau jeu, est venu pour prendre un point et éventuellement pour en prendre trois en plaçant un de leurs rares contres. Mais c'est une équipe qui effectivement n'a pas de joueurs talentueux, à part Laxalt et un bon gardien, évidemment. Et donc, s'est contenté de défendre bas, comme disait Gila. Et nous, de notre côté, on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, offensivement, on a du mal à créer du jeu, à se créer des solutions, des opportunités. Alors, face à des équipes comme la Sampdoria ou face à la Roma ou la Lazio, qui produisent du jeu, qui du coup se découvrent et laissent des espaces, bah, ces carences-là, en tout cas, on va moins les voir. Enfin, en tout cas, on va les voir parce qu'on va rater des occasions. Mais quand il s'agit de s'en créer face à une équipe qui défend très bas, c'est très compliqué. Ça a été surmonté là, mais ça ne s'est pas grandement amélioré sous Gattuso parce que les joueurs sont restés les mêmes, parce que Suso est un joueur intermittent, parce que bah, après on va y revenir sur les autres joueurs. On a du mal à se créer du jeu, à se créer des opportunités quand l'équipe en face refuse le jeu, défend bas. On le savait. En plus de ça, comme tu l'as dit, bah, il y a le contre-coup physique d'Arsenal. Et bah, nos joueurs offensifs étaient dans un jour sans. Donc ouais, bah, tout ça fait qu'on a eu d'énormes difficultés. Et bah clairement, enfin, Gila a été mesuré dans sa mesure habituelle, mais on a été nul. On mérite absolument pas de gagner le match. Hormis un coup de casque assez improbable et salvateur d'André Silva, on repart avec le match nul, mais on n'a rien à dire. On le mérite le match nul parce qu'on a été nul. Donc là,
il va falloir corriger. Je sais pas si c'est corrigeable avec les joueurs qu'on a actuellement, ou si il va falloir attendre le prochain mercato. Mais offensivement, on a quand même de grosses carences. Et face à des équipes qui vont justement faire ce jeu-là, le jeu de Genoa, et nous prendre en compte, bah, clairement, on va avoir vraiment du mal. Alors j'avais pas prévu de faire deuxième tour de table, mais tu lances un sujet, donc je vais en parler avec Gila dans un premier temps, et puis ensuite on pourra reprendre ça. C'est le mercato finalement, parce que on a dépensé énormément d'argent, mais est-ce qu'on l'a bien dépensé, Gila, quelque part? Parce qu'on parle de lacunes offensives, enfin on a quand même mis combien, 200 millions sur la table hein, l'été dernier, et finalement on s'aperçoit que les joueurs manquent de régularité. C'est le petit jeune qui a rien coûté, à savoir Cutrone, qui est le meilleur attaquant du Milan depuis le début de saison, et qui est vraiment brillant, qui a fait encore une bonne entrée d'ailleurs aujourd'hui. Et finalement, les deux joueurs, même si Silva marque son premier but en championnat, quand même, hein, on est au mois de mars, quoi. Hein, son premier but en championnat aujourd'hui. Kalinic en dessous de tout. Je rappelle que Kalinic, je crois, c'est 25 millions, un truc comme ça. Silva, c'est 40. Donc il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé. Et au final, on n'en tire pas les fruits. Oui, absolument. Bah, pour souligner les trois éléments offensifs qui ont joué ce soir, on a Çalhanoğlu, on a Kalinic donc, et on a Silva. C'est 20 millions encore, c'est ça? 20 millions tout à fait, donc Ouais. les trois additionnés, on arrive à 80 millions pour une efficacité somme toute assez réduite. Je pense que, comme l'a dit Tom, je pense que ce sont des carences qu'on pourra pallier que cet été, en tout cas en procédant au recrutement adéquat, car Gattuso en tout cas aligné la meilleure équipe possible, aligne en tout cas actuellement la meilleure équipe possible. Donc sauf à ce que les joueurs gagnent davantage en efficacité. Ce qui me paraît quand même assez étonnant d'ici la fin de la saison, mais je pense que ces manques-là se persisteront jusqu'en fin de saison, et comme tu l'as souligné MJ, on ne peut que compter sur le jeune du cru pour véritablement scorer, apporter le danger offensivement, car comme l'a dit Tom, Suso, Çalhanoğlu, c'est très irrégulier, et on peut pas vraiment compter sur eux sur la durée, sans compter la disette de Kalinic qui Ah oui. continue, qui ne semble pas pouvoir s'arrêter. Ah oui, oui, puis si Kalinic était un grand buteur, on l'aurait su. Hein. Bien avant son arrivée au Milan, je veux dire. Bon, bah oui, c'est certain. Alors Suso, quand même, je le mets pas dans la même catégorie que Çalhanoğlu, hein, même si ce soir, il a été plus qu'intermittent, il fait quand même la passe décisive. Bonaventura aussi également, très irrégulier, hein, il nous avait habitués à Tout à bien fait. mieux par le passé. Donc c'est vrai que si des joueurs comme ça, qui sont censés être des joueurs clés, baissent de pavillon, mettent leur drapeau dans leur poche, forcément, c'est compliqué de briller devant. Puis c'est vrai, hein, Tom, tu as rappelé les circonstances, on avait face à nous un bloc bien regroupé, et le Milan, mais pas que le Milan de Montella ou de Gattuso, le Milan a du mal depuis des années face à ce genre d'équipe. Depuis des années, je me rappelle à la fin d'Allegri, on disait exactement les mêmes choses. Donc on a énormément de mal à déstabiliser, à créer des décalages, à surprendre, à contre-attaquer rapidement. On l'a fait sur 2-3 matchs là, les 2 mois écoulés, effectivement, on était assez satisfait parce qu'on réussissait en jouant plus directement à prendre de vitesse nos adversaires, mais c'est épisodique, c'est-à-dire on manque de régularité. C'est vraiment, je crois, le résumé, le meilleur résumé qu'on puisse faire. Tom, qu'as-tu à ajouter sur ces questions-là, sur les questions des transferts aussi? Parce que c'est vrai que ça doit sidérer quand même, hein. On parlait du PSG il y a quelques jours qui a dépensé bien plus que nous et qui s'est vautré contre le Real. En même temps, c'est le Real en face, mais enfin, le Milan à une plus petite échelle finalement a dépensé aussi beaucoup d'argent pour peu de résultats. On a toujours dit ici, nous, hein, que l'argent faisait pas le bonheur dans le football. Hein. C'est vrai que ça peut choquer quand même un tel décalage entre les joueurs qu'on recrute et leur efficacité sur le terrain. Et les sommes qu'on dépense surtout. Oui, bah moi, concernant le mercato, moi j'ai toujours dit défensivement, je trouve qu'on a fait un très bon mercato et on le voit encore. Je pense que là, ça prend vraiment une bonne assise défensive, en sachant pardon qu'on n'a pas encore Conti, mais on a Il vraiment une revient bonne bientôt là, base. parce qu'il était dans le groupe. Je sais pas, je pense qu'ils prennent pas trop de risques. Hein. Je pense il a lui-même raison. Calabria fait des bonnes performances, on va pas trop le brouiller non plus. Donc ça, sur ce point-là, qu'il prenne son temps. On n'a pas forcément envie qu'il reprenne trop tôt et qu'il se refasse un genou. On l'a que trop vu, je pense, avec d'autres joueurs qui ont voulu revenir trop vite. Donc Ouais, lui, bien qu'il sûr. prenne son temps. Non, les erreurs, en tout cas offensivement, on verra un peu sur la durée, parce que je pense pas qu'on va les vendre de suite, hein, on verra bien cet été. Mais effectivement, c'est devant. Mais même tout ce qui est animation offensive, je pense, j'englobe aussi, hormis Biglia, les deux autres du milieu. Bon, Bonaventura a raté son match, mais on va quand même aussi parler de Kessié. Ce Kessié, je sais plus combien de millions c'est. Je pense que c'est une passe réussie pour 20 millions, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Ah, il a du mal le garçon. Hein, Anticipe pas trop sur les flops, hein, mais. Oui, bah, de toute façon, là, lui, il va y aller, hein, mais
Oui, effectivement, bah là, c'était criant aujourd'hui, hein, c'est que je pense que l'animation offensive, à la fois donc les joueurs que l'on connaît, c'est-à-dire Bonaventura et Suso, mais aussi les recrues, donc Çalhanoğlu, Kalinic et Kessié, bah, c'était pas ça. Non. Donc est-ce que ça va aller mieux? J'en sais rien, j'avoue être un peu sceptique, hein. Effectivement, hein, Çalhanoğlu, bah, c'est pas un ailier gauche, bah, on le voit. Kessié, bah, c'est un peu compliqué pour lui. Kalinic, bon, on savait, comme tu dis, que c'était pas un grand buteur. Mais en même temps, on a Coutronnet, donc je crois que Gilles a dit que c'était le meilleur 11 possible, hormis que Coutronnet qui rend satisfaction. À la rigueur, on a réussi à corriger cette erreur, en tout cas du mercato, mais on n'arrive pas à la corriger pour le poste de l'ailier gauche et pour le poste de caissier. Donc ça va être un peu plus embêtant et on voit en tout cas certaines limites de ce milieu-là, même s'il a repris des couleurs avec Gattuso. Rappelez-vous quand je réclamais Chiesa au mercato. Rappelez-vous, on me parlait de Çalhanoğlu, on me parlait de tous ces gens-là. Moi je disais mais non, prenez le petit jeune Chiesa là. Aujourd'hui Chiesa maintenant il est en sélection nationale A. Il est plus chez les Ouais, espoirs, il est chez les A. il va coûter le double. Hein, Et il va ça, coûter le double parce maintenant. qu'on l'a pas pris à temps. Moi c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est-à-dire qu'ils nous disent mais ils coûtent trop cher les Italiens. Mais non, si on les prend jeunes, ils coûtent pas trop cher, ils coûtent trop cher parce qu'on attend qu'ils explosent ailleurs avant de les acheter. C'est ce que je me tue à dire. Et Chiesa, ça fait des années qu'on sait qu'il est bon. Donc je suis sidéré de voir le peu de considération qu'ont nos dirigeants pour ça. Quand je pense qu'on va chercher Reina pour lui donner un salaire de combien, 2-3 millions, c'est ça? Ouais, beaucoup trop. Ben voilà, c'est Mm. soi-disant numéro 2, en réalité il risque de finir numéro 1 si Donnarumma s'en va. Bref, c'est le mercato, il y a des choses à dire sur nos directeurs sportifs. On va pas épiloguer parce qu'on fera des émissions spéciales là-dessus certainement en fin de saison. On va passer au top, tiens, justement, il va falloir faire preuve d'imagination. Gila, as-tu réussi à trouver 3 joueurs bons ou pas trop mauvais ce soir? Effectivement, Il y en a au ça va moins être un un qui a peu été bon sport. quand même, hein, je te laisse. Mais enfin, il y en a un, c'est Oui, assez évident. oui, oui, effectivement. Du coup, dans mon top 3, je mettrais la charnière défensive, donc Bonucci et Romagnoli. Ouais. Et comme dernier top, personnellement, je mettrais bien Rodriguez. Rodriguez qui s'est bien repris par rapport à ses dernières sorties. J'ai trouvé vraiment en jambes et il a apporté quelques solutions offensives. Voilà, mais après c'est vraiment un top 3 par défaut, j'ai pas davantage d'inspiration. Ouais, je suis assez d'accord, même si Romagnoli, lui, a été vraiment très très bon et il monte vraiment en puissance au fil des années, au fil des mois. Quand je pense qu'en début de saison, certains disaient qu'il finirait sur le banc parce qu'il y avait Musacchio, Bonucci, donc on le reverrait plus. Je disais non, non, attendez, Romagnoli c'est le meilleur joueur milanais, c'est lui qui va être titulaire et en réalité c'est clairement notre meilleur défenseur, ça se voit encore ce soir. Tom, tu valides ou tu as d'autres J'ai hypothèses? un petit truc en plus, effectivement. J'ai aussi mis donc la charnière centrale, mais je l'ai mis comme une entité parce que Bonucci, parce que effectivement on souligne beaucoup Romagnoli qui effectivement encore une fois est excellent, mais je trouve que Bonucci, hormis il y a eu une relance qui était foireuse en fin de match, il fait quand même une très très solide prestation. Il l'avait fait aussi contre Arsenal. Compte tenu du fait que émotionnellement, je pense que ça doit le toucher plus ce qui est passé avec Astori parce qu'il le connaissait peut-être plus que les autres joueurs de l'équipe, hormis Kalinic excepté. Je trouve que malgré cela, malgré un contexte pas évident pour lui, il n'a pas changé, il a toujours le même niveau et on a assez tapé sur lui en début de saison et à juste titre pour souligner que lui, comme Romagnoli, forment tous les deux une charnière centrale qui est vraiment vraiment de qualité, même si l'opposition en face était très faible. En numéro 2, comme Gila, j'ai mis Rodriguez, qui notamment en première période a été très intéressant. Alors, ça ne sera pas le sprinter de l'année, hein, c'est pas un mec qui est ultra rapide, mais il a été solide, il a fait son match, et il n'y a pas de grand chose à dire. Et en numéro 1, même si c'est un peu dans un top en désordre, je vais mettre la rentrée des 3 remplaçants. Ah ouais, on est d'accord. Parce Ouais. que Coutronnet a été très intéressante à travers sa rentrée, très disponible. Il a jamais lâché le pressing, il était disponible, vraiment intéressant. Et À t'as vu qu'il l'image fait de même des tacles Coutronnet. offensifs, il va récupérer le Ah ballon oui, en oui. taclant dans les pieds des défenseurs. Voilà une attitude exemplaire. Gattuso a dû apprécier ça. Ah, c'est une attitude typique Gattuso. Hein. C'est Coutronnet, vraiment, je pense qu'il se fait clairement dans ce moule-là et il n'y a rien à dire de Et toute tu façon dans la m'étonnes que ce soit le motivation. chouchou des supporters, c'est évident. Une attitude pareille, les gens adorent. Il me fait penser un peu dans le contexte, en tout cas, chouchou, à Lapadula l'année dernière, Ouais. qui Tout était un à peu fait. dans ce délire-là, où en tout cas il était très, très volontaire au niveau du pressing et tout, avec une intelligence tactique, une intelligence de jeu et de placement plus prononcée que Lapadula. Oui, bien sûr. Y a Calabria qui a fait une entrée très intéressante parce que forcément, de toute façon, remplacer Bourigny à latéral droit, c'était pas compliqué. Et André Silva, qui était, comment dire, le seul des trois que je trouvais en dessous au niveau de la rentrée, qui, mine de rien, quand même, nous offre les 3 points.
Même si dans le contenu du jeu, ça a été quand même compliqué encore une fois pour André Silva, qui a du mal à aller chercher le ballon, qui lui n'a pas la même attitude que Cutrone. Mine de rien, c'est 3 points qui vont compter. Je ne sais plus à combien de points on est, mais je crois qu'on est à 5 points de l'Inter ou un truc comme ça, avec le derby en ligne de mire. Si on continue à croire à la 4e place, peut-être que ces 3 points-là, dans un match aussi horrible, va peut-être compter à la fin de la saison. On verra, en tout cas en mai. C'est pas Mais 4 peut-être que points. ces points-là vont compter. C'est pas 4 points. Je crois que c'est 4 points de la Lazio et 5 points de Ah oui, l'Inter ou l'inverse. Bah oui, ou l'inverse, c'est je ne sais plus. 4 points du 5e, je sais pas qui est 5e, mais parce que le commentateur disait 6 points quand on faisait match nul, donc ça doit être 4 points à mon C'est avis. possible. Je crois que l'Inter 4 est points, 5. tout à fait. L'Inter 4 points est du 5 et c'est la 5e. Lazio qui est 4. D'accord. Donc c'est la Lazio comprise, hein, clairement. Hein, si on... Donc effectivement, on se rapproche. Donc c'est un bon point positif malgré tout. Ben oui, alors tu m'as fait ma transition parce que j'avais exactement le même top. Alors effectivement tu l'as fait dans le désordre. Moi j'ai mis numéro 3 les remplaçants pour les mêmes raisons. T'as tout dit. Cutrone pour son attitude, Calabria aussi pour son attitude. Après avoir été décevant contre Arsenal, il s'est bien repris. Et puis André Silva, pareil, que je trouvais moins bien dans le jeu que les deux autres, qui fait un peu sa diva, hein, qui attend les ballons, lui qui va pas les chercher, qui attaque pas assez ses ballons je trouve. Et puis qui finalement nous met un but décisif, le premier but en championnat. Il était temps quand même au mois de mars. Et c'est bien, voilà. J'espère qu'on reverra plus Kalinic et qu'André Silva sera le remplaçant officiel de Cutrone jusqu'à la fin de saison. Numéro 2, Rodriguez, vous avez tout dit. Puis il y a eu des bons centres, il y a eu des bonnes interventions défensives aussi, des tacles propres. Enfin, il a été performant, rien à dire. Et Romagnoli et Bonucci, mais Romagnoli avec une étoile parce que vraiment, je trouvais encore au-dessus. Irréprochable, parfait, avec une telle classe. C'est vraiment le joueur symbole de ce Milan et bon bah c'est ce sur quoi on va s'appuyer pour l'avenir, hein. De toute façon on a notre charnière pour les 5 prochaines années. Là Bonucci il faudra voir l'âge qu'il a, mais pour les 3-4 prochaines années je pense qu'il n'y a rien à dire. Et Romagnoli, si les dirigeants sont intelligents, est là pour longtemps. On passe au flop avec Gila. Alors ça va être compliqué, ça me fait un peu penser au flop de mi-saison. En premier flop, je mettrai Kessié. Mes premiers flops, Donc, c'est-à-dire dans quel sens? En 3. En 3, d'accord. En 3, tout à fait. En 3. Donc Kessié, pour les raisons évoquées par Tom tout à l'heure, il a beaucoup de mal à être propre dans ses passes, en tout cas dans la construction offensive, beaucoup de déchets. Et sur des rencontres comme ça, où on a une équipe qui joue avec un bloc très bas, ça ne pardonne pas. Donc forcément, ce sont des ballons perdus inutilement et qui n'apportent absolument rien sur le plan offensif. Et Gila, je me demande si Montolivo ferait pas mieux. Parce que dans ce genre de match, je veux dire, hein, parce que je sais que Kessié physiquement, évidemment, par rapport à Montolivo, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, dans ce genre de match où effectivement ça joue très bas chez l'adversaire, au moins il y aurait de meilleures transmissions, quoi, forcément, quoi. Parce que là, c'est quand même caricatural avec Kessié ce soir. Hein. Tu l'as mis 3, t'es gentil. Hein. Peut-être que Montolivo ferait mieux, mais bon, je sais pas, je suis pas non plus très... parce qu'on a vu Montolivo à de multiples reprises sur ce genre de match, il n'était pas forcément non plus à son avantage. Donc, cette année c'est mieux quand même. Hein. C'est un peu mieux cette année, effectivement. Cette année, je trouve que... je vais pas le défendre à tout prix, et puis Nico va me pendre, mais honnêtement, les apparitions de Montolivo cette saison sont plutôt de bonne qualité. Je trouve même meilleur que Biglia d'ailleurs, pour tout dire. Hein. Mais bon, vas-y, je te laisse continuer. Ensuite, en deuxième position, je mets Bonaventura. Donc ouais. pour son manque en fait de tranchant, pas mal de frappes face au but, effectivement on ne peut pas lui enlever ça, mais un manque de précision assez criant. Il ne fait plus la différence telle qu'il la faisait auparavant. J'ai l'impression de revoir un peu le Bonaventura du début de saison qui était un peu perdu, bon, qui a été certes pas épargné par les blessures et par les ballottages dans le 11, mais j'en attends clairement beaucoup plus de sa part, tout en sachant qu'il joue à un poste qui lui convient en tout cas davantage que le poste d'ailier gauche au sein du trio offensif. Et enfin, pour clore mon flop 3, je me ferai peut-être jeter des pierres, mais je vais mettre Çalhanoğlu, car certes, je vais jouer le rôle du modéré à nouveau en disant que Çalhanoğlu n'est pas un ailier gauche comme l'a signalé Tom, plutôt un numéro 10, d'où mon interrogation perpétuelle sur le choix de son recrutement, mais beaucoup d'imprécisions là encore.
il a vraiment du mal je trouve, à apporter quelque chose sur le plan offensif, en tout cas, à se montrer véritablement décisif. Et sur ce genre de rencontre où il nous faut justement un type capable de faire la différence, en tout cas de se montrer efficace à ce but, bah il pêche pas mal et malheureusement son rendement s'en ressent. Il se dépense physiquement, mais on ne retrouve pas les fruits de sa dépense physique dans le jeu, donc cela justifie pour moi sa présence dans ce flop 3. Et puis ils sont où les coups francs? On les attend les Les coups francs, coups dis donc, francs, ça fait des années, effectivement. ça fait 6 mois, 8 mois qu'on nous parle des coups francs de Çalhanoğlu, on nous a même justifié son recrutement par ça. On nous a dit vous allez voir, il tire Tout à bien fait. les coups francs, c'est formidable pour nous. J'ai dit mais déjà on n'est pas censé recruter un joueur juste parce qu'il tire bien les coups francs premièrement, et deuxièmement on les attend toujours, hein, parce que pour l'instant moi j'ai rien vu. Bon allez Tom. Bah, j'en avais 4 de flop et j'attendais de savoir ce que Gila allait mettre. Notamment, j'hésitais entre Bonaventura et Suso. Bah, puisqu'il a mis Bonaventura, bah, je vais mettre Suso. Qui a été irritant au possible. C'était je crois en première mi-temps, je crois qu'il te fait des passes où il change de côté, qui sont interceptées, je crois 2 ou 3 fois en première mi-temps. Et hormis en fin de match, et notamment le centre, et encore ce centre, heureusement qu'André Silva a une très belle détente et une très belle tête, parce que sinon il n'y a jamais but. Il a été horrible. Ah, j'en pouvais plus du Lionel Messi espagnol du Milan là. Parce que c'était insupportable. Il se plaint, il est par terre, il ratait les passes, les centres. Je crois qu'il a toujours fait la même chose, son crochet habituel intérieur, mais qui passait même pas le premier rideau. C'est Suso, c'est que de temps en temps, il va être génial et qu'il va marquer un superbe but de 30 mètres ou faire des transversales de folie. Et il y a des moments, Suso, c'est stéréotypé au possible. Je me prends comme Ariane Robben, mais sauf que j'ai pas le talent d'Ariane Robben et je rate les ballons, je rate les passes. Et c'était ce Suso-là aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce qu'il a affronté son ancien club qui nous a offert un de ses pires matchs de l'année, je pense, parce qu'il a été vraiment horrible. Mais en tout cas, vraiment, moi, il m'a irrité. J'aurais pu mettre Bonaventura pour les mêmes raisons que Gila, c'est juste pour choisir un autre nom. En numéro 2, Çalhanoğlu. Là, pareil, je vais rejoindre Gila. Et également toi, MJ, au niveau des coups francs. Ok, c'est pas un ailier gauche, mais bon, il a déjà été bien mieux lors des dernières rencontres que ce qu'il n'a été aujourd'hui. Et on voit clairement que ce joueur, pareil, face à une défense regroupée, on voit les limites du gars. Il a du mal à dépasser son vis-à-vis en 1 contre 1. Il a du mal à trouver les joueurs. Les passes, c'est pas forcément ça. Défensivement, même au niveau du travail défensif, parce que mine de rien, Gattuso, le travail des ailiers, notamment dans les premières relances adverses, il est important. Il se fait passer comme un bleu. Donc ça aussi, c'est problématique. Tout est problématique chez ce joueur jusqu'au coup franc. Où moi, on m'avait dit effectivement, comme toi, MJ, que c'était un super tireur de coups francs. C'est cool, il a 95 sur FIFA, donc pour tirer les coups francs à la play, c'est sympa. Mais le problème, c'est qu'en vrai, il t'a fait un coup franc, je pense que même moi, je suis capable de le faire, donc c'est un peu compliqué. Ah, il y a tromperie sur la marchandise là. Ah oui, là, clairement, il va falloir se poser des questions pour la saison à venir et recruter un ailier gauche. Même si la transition tout trouvée, le premier poste que j'aurais envie de changer, c'est celui qui est occupé par Souley Moutari ivoirien, alias Franck Caissier. Mon Dieu. Donc effectivement, tout à l'heure, j'ai dit 20 millions une passe. Je pense que je suis pas loin de la vérité. Il n'y a pas de problème. Faire une passe en avant et rater, c'est énervant, mais ça passe. Rater une passe parce qu'on n'est pas capable de trouver son mec à 10 mètres et qu'on balance en touche et qu'on fait 3 fois, ça commence à devenir un peu inquiétant sur le niveau technique du joueur. Tu disais tout à l'heure que Montolivo ferait pas pire, mais je pense que clairement, même José Mauri ne ferait pas pire que le Caissier d'aujourd'hui. Ça a été horrible. Je crois que c'était peut-être un des plus mauvais matchs de Caissier, où même physiquement, je ne l'ai pas trouvé très bon. Il s'est fait bouger par Laxalt, qui doit faire 14,5 kg et faire 1m50. Alors, c'est bien beau d'avoir des coups d'épaule, mais c'est... Ouais, j'ai eu le croisement, en fait, entre Muntari. C'était vraiment... Ça m'a fait penser, ou alors au Michael Essien, qui est venu chez nous. Donc, pas le Michael Essien bon Chelsea, le Michael Essien du Milan AC. Donc le Michael Essien ou du Souley Moutari. Et quand il courait tout droit, excentré, il me faisait penser à Mbanyang. Je cours tout droit, je cours tout droit, je cours tout droit. Souvenirs. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et alors, avant qu'on me charge, ça n'a évidemment rien à voir avec la couleur de peau, parce que ça, c'est vraiment... C'est bon, personne n'a des choses pareilles. Malheureusement, MJ, il y en a malheureusement qui pensent ça. C'est pour ça que je préfère le préciser. C'est vraiment juste au niveau de l'intelligence de jeu. Je trouve que ce joueur-là,
bah, n'en a pas. Il n'a pas d'intelligence de jeu. Il ne joue pas dans le bon temps, il ne joue pas dans le bon rythme. Alors, ok, les jeunes, mais voilà, la jeunesse n'excuse pas tout. C'est là vraiment, il y a un réel problème au niveau de l'intelligence de jeu de ce joueur-là. Et il va falloir quand même se poser des questions sur la saison à venir, parce que ce joueur-là, à mon sens, si le Milan veut revenir à un bon niveau, ça ne peut pas passer avec ses titulaires. En remplaçant peut-être pour perforer les lignes si elles sont fragilisées, pourquoi pas, mais en titulaire, pour moi, c'est pas possible. Ça me rappelle, quand tu dis la jeunesse n'excuse pas tout, ça me rappelle une phrase de Monsieur Rougemont dans Les Trois Frères, l'alcool n'excuse pas tout. Et là, c'est vrai qu'avec Kessié, des fois, on se demande s'il prend pas quelque chose avant d'entrer sur le terrain, parce que j'ai l'impression qu'il voit 2 ou 3 fois le ballon, quoi. Hein. C'est impressionnant quand même, c'est passes ratées, il fait pire que Carambeu à la grande époque, quoi. Je Ah, c'est suis horrible. sidéré de voir ça, des passes de 2 mètres, quoi, des passes simples qu'un élève, enfin un gamin, un pupille, un poussin, je sais pas qu'on appelle ça aujourd'hui, les moins de 7, les moins de 11, j'en sais rien, je sais pas comment ça s'appelle, est capable de faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez sidérant. On l'a vu quand même bien meilleur cette année hein, sur certains matchs. Et bon, on sent qu'il y a un gros potentiel, mais surtout physique. Alors après, ça se travaille quand même, les passes du plat du pied. J'espère que vu son âge, il a une marge de progression et que ça va pas rester comme ça toute sa carrière. C'est ça qui me faisait dire dans l'émission d'après-match Arsenal là, jeudi, qu'il fallait peut-être insister un peu quand même et pas le balancer tout de suite parce que il y a quand même quelque chose quoi. Des physiques comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est vrai. Et j'espère qu'il va relever la tête, qu'il va apprendre à faire une passe. Ça paraît fou de dire ça en parlant d'un joueur professionnel qui est payé je sais pas combien, mais enfin, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Bon, on passe, enfin, je fais d'abord rapidement mon flop, hein. De toute façon, vous avez tout dit. Donc j'ai mis numéro 3 Borini, que vous n'avez pas cité mais qui moi m'a beaucoup déçu, que j'ai trouvé très imprécis et voilà, dont la production n'était pas extraordinaire, loin de là, qui laisse souvent des boulevards en plus sur son côté, donc je suis assez déçu. Ensuite Çalhanoğlu, bon bah pareil hein, on a déjà tout dit tout à l'heure donc j'épilogue pas. Et enfin Kessié, vous venez de tout dire également, donc on a quasiment les mêmes flops. On passe au mot de la fin avec Gila. Une victoire très précieuse et qui, je pense, pourrait être décisive dans la course à l'Europe, avec un derby qui s'annonce du coup encore plus intéressant, encore plus attendu. Et On a la date voilà, Gila. bon, On a la date le ou pas? derby non. Non, Pas pas encore. encore. D'accord. Pas encore de date officielle. On évoque le mois de mai, peut-être le mois d'avril. Enfin, c'est pas encore totalement fixé. En tout cas, à signaler que le Milan demeure toujours invaincu en championnat depuis le début de l'année 2018. Et voilà, donc avec une rencontre à venir face à Arsenal dont personnellement je n'attends pas grand-chose, mais qui pourrait peut-être être l'objet d'une surprise. Mais en tout cas, voilà, victoire difficile, mais qui permet au Milan de rester en course. Oui, je suis assez d'accord, on retient évidemment le bilan comptable, c'est tellement classique de dire ça, mais vu d'où on vient, c'est vrai que ces 3 points font beaucoup de bien, parce qu'on a perdu tellement de points en début d'année, tellement de points vraiment, c'est phénoménal, y compris face à des petites équipes, que ça, ce truc-là, arraché à la 94e minute, même si c'est immérité, je suis d'accord avec Tom, bien sûr, on mérite pas de gagner ce match-là, on prend, surtout que le week-end prochain, on joue le Chievo à domicile, donc a priori c'est faisable, hein, si on se... Enfin, il y a une semaine en plus, Arsenal c'est quand? C'est pas cette semaine, si? Si, Ah, Si, c'était si, cette jeudi. semaine. Ah, bah alors en plus, Gattuso fera pas tourner. À mon avis, il va mettre la bonne équipe à Arsenal. Bon, bref, on verra. Parce que si on avait eu une semaine pour préparer le Chievo, franchement, théoriquement, on devrait gagner. Et je rappelle que après, ce sera la Juve en championnat. On se déplacera à Turin. Ça va être encore autre chose. Et là, pour le coup, c'est pas mal d'engranger avant d'y aller, quoi. Vous voyez? Allez, Tom, mot de la fin. Deux petits mots de la fin. Tu en parlais de Borini, parce que je voulais faire moi un mot de la fin par rapport à Borini, même si c'était pas lié directement. Le seul reproche que je fais à Gattuso, comme depuis le début que je fais les émissions, en tout cas que je suis revenu, c'est le fait qu'il n'intègre pas en tout cas des jeunes de la Primavera. Et ça me rend totalement fou de voir Borini latéral droit. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans les flops, parce que c'est pas son poste, parce qu'il est nul défensivement et qu'on le sait. Mais ça me rend fou de vous savoir qu'il y a un super latéral droit qui est en Primavera Nova. et que tout le monde le loue, ses qualités, son potentiel, il n'y a pas de souci, tout le monde en parle. J'ai vu dernièrement les 100 jeunes les plus talentueux en Italie, il était dedans, il était même bien placé. Et il joue pas, il est même pas convoqué. Quand tu vois Borini, franchement, est-ce que Beanova ferait pire? C'est vraiment ok, je peux comprendre que ce soit compliqué de lancer un jeune, patati patata, mais au bout d'un moment, c'est Borini quoi. En latéral droit, il a failli nous coûter plein de buts. Je suis pas sûr que
Belanova, il aurait fait moins bien. Et puis les jeunes sont les meilleurs, hein. Romagnoli, Voilà. Cutrone et même Calabria, sauf contre Arsenal, sont les meilleurs depuis 2 mois, quoi. Voilà, puis Conti, il n'est pas encore revenu de blessure, donc ça m'embête effectivement qu'on n'ait pas laissé une fenêtre, une petite porte ouverte à Belanova au moins sur quelques rencontres, alors qu'à mon avis, il y a quand même la place. Et un deuxième mot de la fin, Dieu sait que je suis pas souvent touché, notamment par ce qui se passe au niveau des hommages, mais ce qu'il s'est passé à Florence au niveau de l'hommage, c'était quelque chose. Vraiment, Ouais, c'était ouais. quelque chose. C'est une des premières fois où j'étais vraiment touché, où l'ambiance était pesante, tout en étant vraiment touchante. Il n'y a même pas eu, je crois. Je conseille à chaque personne qui n'a pas pu voir le match de ce matin, on peut les voir sur les vidéos sur YouTube. Euh, Au moment de l'entrée des joueurs, il n'y avait pas un mot. On a l'impression que c'était un stade à huis clos. Alors qu'il y avait 40, je sais plus combien il y a de places dans le stade de Florence. Mais vraiment, c'était vraiment touchant et vraiment, il faut le souligner parce qu'encore une fois, hein, c'est dramatique ce qui s'est passé. Mais vraiment, l'hommage en tout cas qui a été donné pour Astori était vraiment, vraiment touchant et va, à mon avis, marquer les esprits. Certainement. Bah, en tout cas, on se retrouvera nous dimanche prochain donc pour parler du Kivu. Faudra regarder l'horaire du match d'Arsenal, ça dépend si c'est 19 h ou 21 h, mais on C'est se met. 21h. Ah bah C'est c'est 21 21 h heures parce donc. que si le match allait est à 19, c'est-à-dire le retour, je crois, est à 21h. Ouais bah autant dire qu'on fera une émission s'il y a un résultat intéressant, hein, parce que sinon moi je traînerai pas, vu que le lendemain matin faut se lever, je traînerai pas jusqu'à 23 h pour faire une émission sur quand même ce qui s'annonce comme une élimination, hein. Je sais que le football réserve beaucoup de surprises, mais on va essayer quand même d'être réaliste. On sera là quoi qu'il arrive dimanche prochain pour le Kievo, ça c'est sûr, et puis on fera la Juve dans quelques semaines. Voilà, merci à vous, bonne soirée, bonne semaine à tout le monde, salut. Ciao, ciao. Salut!